Bonjour tout le monde. Présentation qui va tourner surtout sur, en fait, il y a trois étapes. Là. Ça va être l'aspect, je veux juste avancer d'une slide un petit peu. Non, le travail urgent non planifié. En fait, c'est comment le travail urgent non planifié va vous impacter dans vos opérations. Ensuite, on va parler avec François des stratégies pour prévenir les pannes, diminuer l'impact des pannes surtout, et gérer ensuite, malgré les bons programmes d'entretien, comment on peut gérer et minimiser l'impact des urgences. Question de se présenter rapidement. On a eu une bonne introduction, mais François, peut-être juste faire un petit survol rapide? Oui, j'ai fait plusieurs rôles. Maintenance et fiabilité. Surtout, je pense, de 2018 à 2022, là, chez Fromagerie Belle, où j'ai pu construire une usine neuve qui est totalement automatisée, où on a déployé les processus au complet de maintenance. Là, il n'y avait absolument rien, donc on a dû monter la GMO, les processus de fiabilité. Là, on a fait de la maintenance avec des tablettes, donc une usine sans papier. Donc c'est pour moi ça. C'est bon. Puis de mon côté, c'est une trentaine d'années dans le domaine de la maintenance de la fiabilité, surtout consacré à l'optimisation des processus de planification, l'ordonnancement, fiabilité évidemment, dans toutes sortes d'industries, puis il y a environ 8-9 ans comme consultant là, chez ProSigma, Nordestello, et tout récemment chez Contrôle Laurentide. Donc, comme je mentionnais, on a trois sujets qu'on va vous parler. La présentation de Contrôle Laurentide, on va aller rapidement parce que notre collègue Mathieu ce matin a quand même fait pas mal le survol de ça. On peut peut-être juste vous parler rapidement, là, puis on ne voulait pas passer, on ne passait pas point par point, mais la fiabilité chez Laurentide, on a un assez gros département. On couvre un ensemble de services qui peut aider l'ensemble des industries à travers le Québec. Donc, vous aurez ça dans vos présentations. Donc, on commence. L'impact du travail urgent non planifié. On va commencer avec des définitions parce que durant la présentation, on va parler de quelques sujets comme le travail urgent, le travail non planifié et le travail réactif. Le travail urgent, c'est ce que vous devez faire immédiatement. Vous ne pouvez pas attendre, vous ne pouvez pas vous permettre de planifier ou d'organiser le travail. Là, on doit, comme un 911, on doit réagir rapidement. Quand on parle de travail non planifié, c'est tout le travail qui est fait sans qu'on ait pris le temps de l'évaluer, d'identifier le matériel, le quoi, puis avec qui et comment on va le faire. Et le travail réactif, c'est tout ce qui est fait après qu'on ait eu une défaillance ou une panne. Donc là, on est vraiment en le mode urgent, mais urgent où on réagit à un problème, là, on ne peut pas se permettre de ne pas y aller. Donc, c'est les trois définitions qu'on va parler dans les prochaines diapos. Puis, cette maintenance-là, on peut l'exécuter de différentes façons. Il y en a 4 principales façons de faire de la maintenance. La meilleure façon, celle que moi, je suis un apôtre là, vendu, c'est évidemment planifier et ordonnancer. Donc, on va s'assurer d'établir le quoi, le comment, le quand et le qui, donc les métiers, les pièces, les instructions, etc., pour avoir le moins de variations possibles durant l'exécution, le moins de perte de temps puis d'attente, évidemment, pour l'opération et pour les hommes qui font le travail. La deuxième, qui est un petit compromis, c'est qu'on va planifier, on va prendre le temps d'estimer les pièces, le temps qu'on a besoin, mais le moment d'exécution va être un peu laissé au hasard, où on va y aller selon les disponibilités d'équipement. Donc, il y a un gain, mais il n'est pas aussi important que le premier. Le troisième, ce qu'on retrouve le plus souvent dans les usines, c'est qu'on va ordonnancer seulement. Donc, on ne prend pas toujours soin de bien établir ce qu'on a à faire, mais on va mettre sur un calendrier ou une cédule qu'est-ce qu'on va faire, que ce soit aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine, une liste de travaux plus ou moins préparée. Puis la pire formule qu'on peut imaginer, c'est la maintenance en urgence, où est-ce que là, tout est improvisé, on n'aura peut-être pas les bonnes personnes sur le travail, on n'aura probablement pas les bonnes pièces, on n'aura probablement pas les bons outils, on se met à risque d'avoir toutes sortes d'incidents et d'accidents parce que les gens ne sont pas préparés, n'ont pas eu tout ce qu'il faut comme instruction et outillage, échafaudage, etc. Parlant de sécurité, des travaux, quand la sécurité ne rime pas avec la réactivité, donc quand on parle de réactivité, c'est les travaux justement non planifiés ou en urgence. Puis des statistiques qui sont quand même intéressantes. DuPont, qui est un leader là, dans l'industrie au niveau de la santé et sécurité, eux ont
ont observé dans leurs statistiques de leurs différentes usines que la personne qui a le plus de chances d'être blessée, là, le plus susceptible d'être blessée dans une opération de maintenance, c'est un employé de maintenance qui a moins que 2 ans, donc qui est relativement junior, puis qui travaille en mode réactif, urgent et non planifié. On revient aux définitions du début. Là. Donc, partout ce qu'on envoie un employé qui n'est pas familier, surtout pas familier, puis qui n'a pas les instructions, puis toute la préparation, on a des risques accrus d'avoir des accidents, avec tout ce que ça comporte. Puis ExxonMobil, je pense que mon ami Jean-Robert hier avait la même statistique là, dans sa présentation, je ne me trompe pas. ExxonMobil observe que les travaux de maintenance faits en urgence sont 5 fois plus susceptibles d'accidents que des travaux planifiés ordonnancés. Je ne sais pas si ça vous parle dans vos business, là, mais si vous êtes en mode réactif, typiquement, puis il y a toutes sortes de statistiques là-dessus, là, les corrélations entre ceux qui ont des hauts taux de respect de calendrier ont des faibles taux d'incidents rapportables. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez connu, mais ça devrait vous inciter à vous forcer à diminuer justement le pourcentage de travaux réactifs. Typiquement, un travail qui est fait en urgence va être 5 fois plus susceptible d'avoir l'accident. Va prendre 2 à 3 fois plus de temps à faire qu'un travail planifié. Si vous ne me croyez pas, bien, vous pouvez l'essayer, le mesurer, en fait. Il y a toutes sortes de... les fameux range time vont vous convaincre de ces chiffres-là, puis c'est quand même assez conservateur, 2 à 3 fois. Puis l'aspect coût, bien là, quand on fait des travaux non planifiés, ça prend plus de temps, puis souvent, on est en mode urgence, donc on ne regarde pas aux dépenses, les contracteurs, l'overtime, on va faire livrer par avion des pièces, etc. Tout ça fait que vos travaux vont vous coûter beaucoup plus cher. Si on veut se convaincre de tout ça, il y a un petit exercice intéressant que j'ai monté. Réparer une pompe, mettons l'exemple d'une pompe centrifuge versus planifier versus une job qui est faite là, en urgence sans aucune planification. Donc, il y en a souvent qui vont reconnaître un petit peu le type de déroulement. Là. Donc, une journée typique, 7h à 7h30, votre équipe de maintenance arrive dans l'atelier le matin, puis le superviseur qui va assigner les travaux à son équipe. La première équipe va se faire assigner un problème urgent. On va l'appeler urgent là, ou non planifié, mais c'est quelque chose qui est à faire immédiatement. On doit partir l'équipe avec ça le matin. La pompe PL 143 pompe pas, c'est ça qui est inscrit sur le bon de travail. De 7h30 à 8h45, nos 2 mécaniciens s'en vont sur le site, vont examiner, regardent le problème, parlent avec les opérateurs, puis on évalue que le roulement, la garniture, puis l'impulseur vont être à changer, excusez-moi. Donc là, ils vont aller chercher les pièces, en fait les outils, ils vont retourner à l'atelier, chercher leurs outils pour faire le travail. En étant là, il arrive la fameuse pause du matin vers 9h, 9h15, on fait la pause. 9h15, 10h30, on s'en va chercher nos pièces, on fouille dans l'ordinateur, il y a des pièces qui ne sont peut-être pas disponibles, on va aller marcher au magasin, on va chercher les pièces. C'est quelque chose qui peut être assez long dans une grosse usine, comme vous le savez sûrement. 10h30, 11h30, on a nos pièces, on s'en va dans le département, on fait cadenasser, on fait drainer les tuyaux, on commence à préparer la job. L'heure du dîner arrive. On a une petite demi-heure de dîner ici. De midi à 2h, on va désassembler, on fait la job, on ouvre le casing de la pompe, on change l'impulseur, on change les roulements, on ferme tout ça, on essaye ça. L'impulseur est trop gros, il faut arrêter ça. On recommence, on ouvre la pompe, on défait l'impulseur, on l'envoie à l'atelier faire machiner, bon diamètre, on fait la job, on repart ça, on teste ça, ça fonctionne, il est rendu 5 heures. Donc, on a fait de l'overtime, la journée s'est passée. Ça semble assez bien, c'est bien passé comme ça, là, mais c'est beaucoup trop long pour un travail qui, s'il avait été planifié, n'aurait pas eu tous ces délais-là. Je ne sais pas s'il y en a. Levez vos mains ceux qui vivent des situations comme ça dans leurs usines, que ça me rassure, parce que c'est ça que moi je vois pas mal tout le temps quand je fais des diagnostics. On parle aux mécanos, puis ils nous racontent leur journée. Typiquement, ça ressemble à ça. Puis, le schéma qui est ici, bien, je le sors tout le temps quand je fais des présentations, parce qu'il résume bien le contexte de la réactivité. C'est qu'on est bien intentionné, on donne une job à notre mécanicien, à nos mécaniciens, dans l'idée qu'ils vont aller faire une job, mais toutes les petites lignes rouges que vous voyez, les pointillés rouges, c'est tous ces délais-là qu'on a vus. Donc, il faut aller au magasin, il faut aller à l'atelier, il faut aller voir le boss, il faut retourner chercher d'autres pièces. On n'a pas le bon outil, il faut retourner chercher des outils. C'est comme ça que ça se passe. Puis
les travaux sont... Alexandre, qui a fait une super présentation avant nous, parlait de productivité. Bien, ça en est de la productivité. Ça. Puis en fait, ça, c'est de l'improductivité quand on regarde ça comme ça. Ça contribue à... On a besoin de plus de monde, on a besoin de plus d'argent, plus de ressources pour faire les mêmes travaux. Donc ça, c'est ce qu'on ne veut pas voir. Puis c'est ça l'impact du travail non planifié qui est causé par des bris de machines ou des problèmes d'équipement. C'est aussi nous, les gestionnaires, qui tolérons souvent que ça se passe comme ça. Si je fais l'inverse pour une job qui est planifiée, idéalement 2 semaines avant, le problème du bearing aurait été identifié avec une mesure de vibration. Donc, on a des techs qui ont des routes puis qui ont détecté la pompe 143, il y a un taux de vibration là, qui annonce une défaillance. Le bon de travail va être pris en main par le planificateur qui va aller voir qu'on a les bons roulements, le bon épulseur, le bon diamètre, etc. On va faire un kit, on va préparer les pièces, on va les mettre idéalement dans un endroit temporaire le temps qu'on mette le travail sur le calendrier. Donc, il n'y aura pas de recherche de pièces idéalement la journée qu'on va faire le travail. Le bon de travail est ordonnancé la semaine suivante. Vu qu'il y a une vibration, puis selon les techs, il ne faudra pas trop attendre, on le met sur la cédule de la semaine suivante. On coordonne ça avec les opérations pour qu'ils puissent cadenasser, verrouiller, nettoyer, drainer les lignes. Donc, on n'a pas de délai lorsque les gars vont se présenter. La veille, de 15h à 15h10, à la rencontre de fin de journée, le superviseur va informer ses 2 mécanos. Demain matin, les boys rentrent, on s'en va faire ce job-là en priorité. C'est ça que vous commencez avec ça. Puis le lendemain matin, de 7h05 à 10h, on fait la job. L'équipement a été arrêté, nettoyé, vidé. On réinstalle tout ça, on ferme les boulons, on teste, ça fonctionne, on s'en va. Il est rendu 10 heures. Puis en théorie, là, dans une pompe comme ça, on est disponible pour faire d'autres jobs dans la journée. Ça, c'est le modèle où ce qu'on est beaucoup plus productif, c'est qu'on a, c'est ça, c'est une image, c'est un schéma, mais il y a beaucoup moins de lignes pointillées rouges, puis c'est ça qu'il faut arriver à faire avec nos gens. Donc, pour faire de la planification, il faut qu'on ait le temps justement de planifier les travaux. Quand ça brise, on n'a pas toujours le temps parce que c'est une urgence, donc on doit y aller tout de suite. Puis, quand il y a une panne, on peut pas, même si ce n'est pas urgent, quand il y a une panne, on ne pourra pas étirer ça bien plus longtemps. Donc ça, c'est où est-ce qu'on veut s'éloigner autant que possible. C'est de l'urgence pour faire du travail planifié. Puis M. Deming, pour ceux qui ont fait un petit peu d'amélioration continue, il y a 2 citations qui sont très en lien avec ce qu'on a parlé tantôt dans la productivité au Québec, puis au niveau de la maintenance. People work in the system, management creates the system. En français, les gens travaillent dans le système, la direction crée le système, ou la direction tolère les systèmes. C'est plus ça que je dirais, là, si je le mettais à ma sauce. On le sait que on vit ça, ça fait 30 ans que je suis dans des usines, là, puis on le sait, là, que nos gars prennent 8 heures sur une job qui pourrait prendre 3 heures. Il faut prendre action pour ça, il faut mettre en place des systèmes. Puis c'est ça que François va vous parler tantôt, là, qui va vous aider à faire ce virage-là. L'autre citation, « Put a good person in a bad system. The bad system wins, no contest. » Mettez la bonne personne dans un mauvais système, et le mauvais système l'emporte tout le temps. T'sais, vous le savez, vous prenez vos 2 meilleurs mécanos, mettez-les sur une job qui est en urgence ou non planifiée, là, va réparer la pompe. Même s'ils sont super bons mécanos, ils vont finir en 7-8 heures pareil la job de 3 heures parce qu'ils n'ont pas les pièces, ils n'ont pas les instructions, ils n'ont pas les outils pour faire ils n'ont pas ça à portée de main. Donc, je trouve que ces 2 citations-là donnent le tonus là, à la présentation qu'on fait aujourd'hui. N'oubliez pas ça. Le gros bouton. Je vais vous poser la question, comment on sort de la réactivité? Parce que Michel parle qu'il faut être planifié, mais est-ce que je peux faire des travaux planifiés si j'ai toujours des urgences? Donc, question, comment on sort de la réactivité? Donc, on dit, pour se sortir de l'urgence, il faut se sortir de l'urgence. Donc, on doit avoir des gens qui vont regarder le futur. Donc, si je regarde typiquement une usine qui va faire 85 de ses activités en réactif, on a à peu près 10 d'activités préventives et il nous reste à peu près 5 du temps où on peut faire du correctif planifié. Donc, ce serait quoi la première étape?
sûr que vous avez des idées. On va faire de la maintenance préventive, on va faire des PM. On va se projeter dans le futur, on va essayer d'aller voir qu'est-ce qui va se passer. Okay? Est-ce qu'on est sorti de la réactivité? C'est quoi l'effet de faire plus de PM? On va remplir le backlog de travaux correctifs. Si nos PM sont bonnes, ça va nous identifier les problèmes avant qu'ils se produisent. OK? Mais c'est quoi le problème qu'on a ici? On a encore du réactif à faire. On veut faire plus de PM, puis on a un backlog qui est rempli de travail correctif planifié, que si on ne fait pas à temps, ils vont devenir réactifs. Donc, c'est quoi la solution? On engage plus de monde, c'est ça? Ah, Sylvain, là-bas, là. On vous a déjà parlé de range time, mais si on n'est pas en réactif, Michel l'a bien montré, on n'est pas efficace. Donc, on doit être planifié pour avoir de l'efficacité, puis on doit avoir une bonne prévoyance avec nos maintenances préventives. Et lorsqu'on va pouvoir faire nos correctifs planifiés à temps, là et seulement là, on va sortir de la réactivité. Donc, on a besoin de deux choses, l'efficacité par la planification de l'ordonnancement, mais aussi avoir une bonne connaissance, une bonne vision de ce qu'on veut faire. Donc, ça nous amène comment on va développer nos stratégies de maintenance pour prévenir les pannes et les urgences. Okay? Puis, juste avant de commencer, je vais vous poser la question, c'est quoi de la maintenance proactive? C'est le titre de notre présentation, moi et Michel, on va dire, c'est quoi de la maintenance proactive? On a vu tantôt, on a du réactif, du non planifié, on a du correctif planifié, du préventif. Okay? Donc, est-ce que toutes les autres activités que réactives sont proactives? On va regarder une définition de Ramesh, qui est quand même une sommité en maintenance et en fiabilité. Il nous dit la somme de toutes les activités de maintenance qui sont effectuées pour éviter les défaillances, identifier les défauts qui pourraient conduire à des défaillances. Il comprend les activités de maintenance préventive, prédictive et les travaux qui sont identifiés à partir de celles-ci. Donc, si ma PM me dit « check engine », ben, je le voyais là, je l'ai regardé, j'ai checké mon engine. Est-ce que c'est du proactif? Ça prend un peu plus que ça. Donc, quand on va vouloir faire une stratégie d'entretien, c'est de définir toutes ces activités-là qu'on va vouloir faire pour prévenir les bris, les voir à l'avance et les corriger à temps. Okay? Donc, la stratégie d'entretien va se découler en plusieurs activités. Donc, on peut faire des maintenances préventives, prédictives, conditionnelles, des tâches d'opérateur, puis des tâches reliées à l'externe. Et aussi, je pense qu'avec ce qu'on a vu ce matin, puis cet après-midi, on pourrait se faire une autre ligne ici, marquée maintenance prescriptive. Il va falloir amélioration continue. Michel, mettre à jour notre présentation. Okay? Des quelques exemples, c'est quoi la différence entre tout ça? Maintenance préventive, inspection visuelle, valider du serrage de boulons, par exemple. Ça pourrait être du préventif. Du prédictif, bien, on utilise des technologies, analyse d'huile, des analyses de vibration, thermographie, ultrasons, on peut en nommer. Maintenance conditionnelle. Donc, si je suis l'ampérage moteur, puis j'ai une alarme lorsque je dépasse un certain ampérage, ça va être une condition. Donc, quand j'atteins ma condition, je fais une action. Je vais changer mes fils selon une pression différentielle. Donc, je ne changerai pas mon fil juste parce que c'est aujourd'hui que je change mon fil. Je vais changer mon fil parce que j'ai une condition. Les opérateurs vont pouvoir nous aider à faire de la recherche de fuite, donc du visuel, du nettoyage périodique. On pourrait même s'en servir pour faire de la relubrification, par exemple, avec les opérateurs. Et les tâches faites à l'externe, j'engage un frigoriste pour mes aires climatisées parce que je n'ai pas de frigoriste à l'interne. Donc, ça peut faire partie de ma stratégie d'entretien d'externaliser certaines actions. Ou un autre exemple, aussi un camion vacuum pour faire du nettoyage industriel. Donc, comment est-ce qu'on définit une stratégie d'entretien? Bien, d'abord, on nous a présenté ce matin la courbe PF. Moi, je vais vous présenter la courbe DIPF parce que je suis membre du SMRP. Donc, la courbe DIPF, on parle Design, Installation, Potential for Failure and the Functional Failure. Okay? C'est ça le DIPF. Donc, qu'est-ce qu'on veut quand on fait notre stratégie d'entretien? On va avoir le maximum de temps de vision avant d'être dans le domaine réactif. On veut sélectionner des tâches qui vont nous mettre le plus haut possible sur la courbe. Okay? C'est ce qu'on appelle la réduction de la sévérité des bris, mais aussi avoir du temps pour planifier, pour éviter le domaine réactif qui est en rouge. Et l'autre truc, quand on va faire le correctif, on va vouloir faire le bon correctif. Donc, si je rentre mes roulements avec un marteau,
Si j'aligne mon accouplement avec un paquet de cigarettes, dites-moi pas, vous ne l'avez jamais vu, là, je l'ai vu dans une usine, OK? C'est quand même comme ça. Donc, on n'aura pas une très longue ligne verte qui va être droite. Ça se peut même qu'on parte un petit peu en bas de mon design initial. Donc, mon installation ne sera pas up to spec. Est-ce que vos mécaniciens serrent les boulons avec des Westcott ou avec des torque wrench? Okay. Ben, c'est ça le bon correctif au bon moment qui va nous permettre d'éviter une défaillance. Donc, on veut réduire le nombre de bris, on veut éviter d'inclure une défaillance dans un système en réparant un autre. Donc, c'est la partie installation. Comment est-ce qu'on va définir nos stratégies d'entretien? En 5 étapes. D'abord, établir la criticité des équipements. Puis je ne vous les ferai pas aussi pour toutes parce qu'on va les repasser. La criticité des équipements, donc, c'est de diviser mes groupes d'équipements en très critiques, critiques, moins critiques. Après ça, on peut utiliser toutes sortes de critères selon ce qu'on veut en tant qu'usine. Qu'est-ce qui va définir que moi, mon équipement est critique? Si je suis dans l'alimentaire, probablement que la qualité du produit alimentaire va être très élevée. Je ne veux pas empoisonner mes clients. Okay? Donc, ça se peut que ce soit mon critère le plus élevé, que ce soit les machines qui ont un risque de contaminer mon produit. Et donc, dépendant de vos usines, vous devez définir la criticité de vos équipements. Lorsqu'on a la criticité des équipements, ça nous permet de définir des standards. Donc, un moto-réducteur ou un réducteur de vitesse, qui soit chez nous, chez vous, n'importe où, c'est à peu près les mêmes modes de défaillance. Donc, on peut savoir qu'un gearbox, en théorie, voici les tâches préventives qu'on pourrait faire sur les gearbox. Et selon la criticité des équipements et les standards, on va ce qu'on va appeler les techniques de développement. On va vouloir décomposer les systèmes en fonction, c'est quoi les modes de défaillance, donc la perte de la fonction, et comment je vais pouvoir la voir venir, et ça va être quoi l'effet de la perte de fonction. On prend une matrice ici, vous pouvez en faire une pour vous, mais ce qu'il faut dire ici, c'est moi je travaille dans l'alimentaire, une fuite d'huile sur un motoréducteur dans l'alimentaire, c'est inacceptable. Donc la sévérité est très élevée. Même si c'est juste un petit suintage d'huile, on ne pouvait pas le tolérer. Si vous êtes dans un autre type d'usine, peut-être que vous pouvez tolérer ces fuites-là. Donc, ce n'est pas la même sévérité pour le même mode de défaillance. Donc, c'est important de les définir. Ensuite, lorsqu'on va avoir hiérarchisé nos plans, selon la criticité, on peut dire que le développement de mon plan de maintenance pour les équipements critiques, ici, encore une fois, c'est une matrice, c'est un exemple. On dit un AMDEC pour les équipements A, ça peut être un RCM. Si vous dites j'ai suffisamment de ressources pour faire des RCM, ou la catastrophe que ça peut avoir, exemple dans une usine nucléaire, d'avoir une défaillance, bien oui, je vais faire des RCM, qui est une méthode beaucoup plus complexe. Ça demande beaucoup de ressources, mais elle va être une bien meilleure méthode pour identifier la perte de fonction. Même chose pour les pièces de rechange que je vais tenir en inventaire, qui va influencer ma stratégie de maintenance. Si j'ai des problèmes, donc dans l'analyse de cause racine, je vais vouloir faire une boucle d'amélioration continue. Lorsque j'ai un problème sur un équipement qui est critique A, je vais vouloir faire une analyse de cause racine pour toutes les défaillances. Ici, la défaillance, c'est que mon graissage n'était pas bon, bien, je vais pouvoir revenir sur ma stratégie d'entretien puis le mettre à jour. Est-ce que j'ai mal identifié le lubrifiant? Je n'ai pas mis la bonne quantité, on y va trop souvent. Et finalement, qu'est-ce que les opérateurs peuvent faire? Qu'est-ce que je m'attends de mes opérateurs sur mes équipements qui sont critiques A, B ou C? Ensuite de ça, on va développer les routes. Donc, je vais me retrouver avec mon technicien d'analyse vibration, à chaque mois, va devoir faire certaines activités. Donc, je vais regrouper toutes le même métier avec la même fréquence ensemble. Puis, je vais essayer de faire un regroupement avec nos études d'équipement, évidemment. Donc, mon analyse vibration doit se faire un équipement en marche. Donc, si ma pompe est en arrêt aujourd'hui, je ne peux pas prendre la vibration sur l'équipement qui est en arrêt. Donc, je regroupe ça par route. Puis après ça, je vais essayer de faire aussi de la programmer d'une façon à ce que la route fasse du sens. Je n'enverrai pas le mécanicien sur le toit, au sous-sol, au rez-de-chaussée, à gauche, à droite. Je vais essayer de faire une marche logique dans sa journée pour qu'il ait couvert tous les équipements qu'il a à faire sans avoir de perte de temps lors de sa marche. Demain, établir les pièces requises, les lubrifiants, les outils qu'il a besoin pour faire sa job. Finalement, déterminer la durée totale des routes. Je ne veux pas des routes qui prennent 5 minutes, je ne veux pas des routes qui prennent 8 heures. Si dure 5 minutes, j'ai trop d'ordre de travail à gérer par la planification puis par les techniciens. Puis si les routes durent 8 heures, il y a probablement des chances qu'il a fini sa journée avant d'avoir complété sa route, on peut perdre le fil. Donc, règle du pouce, les routes de maintenance préventive devraient être entre 1 et 4 heures.
Et super important, je pense qu'on a bien parlé aussi ce matin, là, la formation du personnel, que ce soit pour utiliser une GMAO ou dans ce cas-ci, effectuer des tâches de maintenance préventive. Qu'est-ce qu'on s'attend de nos opérateurs? On dit aux opérateurs, vous allez maintenant graisser. Ils ne savent pas c'est quoi un grace gun, ils ne savent pas c'est quoi un ZERP. Ils ne savent pas comment identifier la bonne graisse. Okay? Donc, il faut former les gens pour les amener là où on veut les avoir. Les résultats de tout ça, typiquement dans l'industrie, on divise les usines en quartiles. Donc, le meilleur quartile, c'est le quart des meilleurs performeurs. Le quartile inférieur, le quart des moins bonnes usines, si on veut. Donc, maintenance réactive, 9 pour les meilleurs performeurs, 64 tantôt, mon exemple, c'est 85, ça doit être un peu élevé, là, mais 65 on en voit, mon puis Michel, quand on fait des assessments chez des clients. 64 de maintenance réactive. Donc, moins de maintenance réactive. Les coûts de maintenance par rapport à la valeur à neuf des équipements, coupés en 6 pratiquement. Puis si on fait le lien entre le taux d'accident des meilleurs quartiles, leur maintenance réactive et leur coût de maintenance, bien, ils ont aussi diminué les taux d'accident. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai plus de proactivité, j'ai moins de réactivité, mes équipements sont plus disponibles. Donc, il y a du cash pour ça. Les coûts de maintenance sont également diminués. Et mon taux de fréquence d'accident avec perte de temps qui est diminué. Qu'est-ce qu'on remarque par contre par rapport à ça? Même les meilleurs performeurs ont des urgences. Donc, on ne peut pas les éliminer complètement. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? Merci, François. Effectivement, vous avez, même avec un bon programme d'entretien, avec les meilleurs PM, les urgences vont arriver malheureusement. Il faut être outillé pour les gérer. C'est sûr que là, on n'a pas. Ça va être un ramassis d'outils que je vous présente, là, puis probablement que la plupart d'entre vous, j'espère, avaient déjà quelque chose qui ressemble à ça. Mais le but, c'est de vous donner un petit peu de guide par rapport à comment éviter que tout soit urgent. Donc, ce qu'on dit, c'est que si tout est urgent, donc, si on n'a pas de système pour gérer les priorités, tout va être urgent. Donc, un système de priorité de bon travail va être essentiel. Pour éviter que tout devienne urgent, il y a 4 règles à suivre. C'est ce qu'on vous suggère. Puis, le premier, c'est avoir un système de priorité qui est relativement simple. 1, 2, 3 niveaux de priorité, 4 dans certains cas. J'ai vu des 12, des 15 niveaux de priorité là, qui fait que ça devient très confondant pour les utilisateurs. L'idée, c'est de rendre ça simple, que les gens s'y retrouvent, puis qu'on puisse gérer ça après ça efficacement dans le quotidien. La deuxième règle, c'est bien définir c'est quoi une priorité 1, par exemple, c'est quoi une 2, c'est quoi une 3. Souvent, je vais avoir juste une liste de priorités, puis on donne un exemple d'un type de bris ou de problème. Mais allez-y plus précisément, je vais vous montrer un exemple de toute façon. Associer un délai d'exécution à chacun des codes de priorité, c'est assez important de situer dans le temps les gens, parce qu'oubliez pas que vos demandeurs, que ce soit dans un hôpital comme on a vu ce matin, ou dans l'industrie minière ou papetière, les gens qui font une demande pour régler une anomalie ou un problème, bien, ils s'attendent que ça soit réglé. Puis là, on n'ira pas dans tout le processus, là, mais les gens ont des attentes, surtout quand la demande est approuvée par rendre dans le système. Bien, si ce n'est pas clair quand est-ce que ça va être exécuté par rapport au degré de risque ou de priorité, bien, les gens vont être déçus, puis ça va créer d'autres problèmes dont je vais vous parler. Et assurer la rigueur dans l'application du système de priorité. Si on dit qu'une 1, ça doit se faire immédiatement parce que c'est un risque important pour la sécurité, bien, si on a des backlogs de 1, donc si on accumule les 1, les priorités 1 qui sont des urgences dans notre système, la rigueur n'est pas là. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le monde embarque dans le party, puis tout le monde demande des urgences, puis ça, c'est difficile à gérer. Donc, un exemple de code de priorité, là, c'est ce que j'ai vu, je vois dans plusieurs entreprises, ça ressemble à ça. Priorité 1, on l'écrit, c'est un risque immédiat pour la sécurité. Si on ne réagit pas, quelqu'un va être blessé ou pourrait se tuer. Là. Donc, on envoie quelqu'un tout de suite s'occuper du problème. Même chose pour l'aspect environnemental, pour la qualité du produit, surtout si on ne peut pas recycler le produit, c'est de la perte nette. Équipement critique en arrêt, on perd de la production à ce moment, donc on réagit. Ça parle aux gens. Puis ceux qui ont à gérer ça, c'est assez facile d'appliquer la directive qui est là. Priorité 2, pas plus compliqué. Là, on a un risque, mais il est contenu. Il y avait un trou dans le plancher, là, mais on a mis une plaque puis une barricade, donc le risque est contenu. On va se planifier une réparation conforme la semaine prochaine. Donc, on vient de tomber en 2 ou en 3, dépendant du type de problème qu'on a à faire face. C'est le même logique pour la 2.
Priorité 3, c'est tout le reste, c'est tout ce qu'on devrait envoyer au planificateur pour que lui aille voir le travail avec les mécanos, avec les électriciens, ou avec les maçons, peu importe. On estime les pièces, les outils, les accessoires qu'on a besoin, puis on va se donner une envergure selon le risque, selon la priorité. Ça, c'est l'outil de base là, qui devrait être utilisé. Malheureusement, j'en vois de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Mais quand c'est simple de même, habituellement, pas mal tous les utilisateurs sont à l'aise avec ça. Il y en a qui aiment ça un petit peu plus compliqué, là, donc des matrices de priorisation. Même principe. On a ajouté la crédité de l'actif ici. C'est-à-dire que, par défaut, on devrait l'avoir dans l'autre code de tantôt, mais instinctivement, dans un bon de travail ou dans une liste de nouvelles demandes de travail, la criticité, si elle a été faite, on va l'avoir. Mais ici, c'est un modèle qui est intéressant parce que il y a un petit peu plus de viande là, pour les gens qui vont travailler avec ça. Donc, criticité. Ensuite, on a des risques, un peu de la même méthode que tantôt, des risques qui sont en grade. Puis, on va aller jusqu'à 4 priorités ici. Puis, la 5e, c'est des jobs qui doivent se faire en arrêt. Il faut que l'équipement soit arrêté, là, en shutdown pour le faire. Mais vous pouvez prendre ça, le modeler avec votre jargon, votre contexte opérationnel. Puis, ça aide à expliquer aux gens que leur demande, pour des raisons X, Y, on ne pourra pas la faire cette semaine parce qu'elle ne rencontre pas. Elle rentre là dans une petite boîte. Là. Moi, je dis toujours que des matrices comme ça, c'est des aides à la décision, à la prise de décision, puis de justifier, de dire non à certaines personnes qui veulent tout avoir aujourd'hui. Je voudrais avoir ça cette semaine. Bien, quand je passe dans le processus, tu es en priorité 3, tu es en 4. Donc, servez-vous de ça, puis appliquez-le, ça va vous aider. L'autre élément qui est super important si vous voulez vous sortir de la réactivité, c'est votre backlog, votre gestion de backlog. Un backlog qui n'est pas bien géré, ça va vous causer toutes sortes de soucis. Un backlog trop gros. Qu'est-ce qu'un backlog trop gros pourrait vous... comment un backlog trop gros pourrait avoir un impact sur le nombre de travaux réactifs ou la réactivité de votre département de maintenance? Il y en a qui ont des idées. Le bon choix de... Mal prioriser les travaux, oui, effectivement, je pense que c'est le principal. Puis, si on le définit encore plus précisément, là, c'est que tu as en priorisant pas comme il faut, tu as des choses qui ont été détectées par les bonnes PM que François a implantées avec son équipe. On a détecté qu'il y avait un problème sur telle pompe ou engrenage critique, gearbox critique. Puis, il est dans le backlog, puis il fait juste descendre dans la liste parce qu'il était mal priorisé. Puis là, finalement, on a le fameux PF, le code PF. On est rendu à la défaillance fonctionnelle. Ça ne tourne plus. C'était critique. Les mécanos nous l'ont identifié il y a 3 semaines, il y a 4 semaines. Puis, on a eu la défaillance qui est arrivée, que j'appelle une urgence évitable. Là. Mais ça, c'est fréquent. On voit ça souvent, malheureusement. Mais c'est un des symptômes d'un gros backlog. L'autre, qui n'est pas le moindre, c'est l'opération on perd confiance que les travaux qu'ils nous demandent, on ne pourra pas les faire en temps. Parce qu'ils voient on fait une rencontre hebdo, mensuelle, de revue de backlog. Puis là, ils voient ça, là, 40 BT, 50 BT, 100 bons de travail, 200 bons de travail, 1000 bons de travail. Puis on leur dit, allez piger là-dedans là, pour voir vos priorités. Puis les autres, ils se découragent. Là. Les gens d'opération, il y en a ici. Là. Juste, levez vos mains, les gens d'opération. Y a-tu qui vivent ça, qui se sentent comme ça, des fois que le backlog est tellement gros qu'on ne voit pas le jour. Fait que là, il faut cogner ça à la table. Puis là, on va avoir ça cette semaine. Tu vas me le passer de 3 à 2 ou de 2 à 1 parce que ça n'a pas de sens. Là. Ça fait des semaines que je t'ai demandé ça. Donc, un gros backlog va avoir cet effet-là sur vos demandeurs d'ouvrage. Un petit backlog, sans vous faire languir, ça devient difficile de trouver de l'ouvrage planifiable à nos hommes de métier. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça. Moi, je l'ai vécu là, avec des planificateurs qui disent « Boss, on n'a pas de... j'ai pas qu'un backlog. Puis les jobs que j'ai, l'équipement n'est pas dispo. J'ai pas rien à mettre sa cédule pour mes électros ou peu importe. » Mais vous savez quoi? On va en trouver de l'ouvrage de ces gars-là. C'est sûr qu'on ne les laissera pas assis dans l'atelier. Fait qu'ils font de l'ouvrage non planifié souvent, de l'ouvrage qui n'est pas prioritaire. Ils vont dépenser des matériaux, de l'argent, du temps. Puis souvent, il faut le chier un peu parce qu'ils font des sortes de projets, de modifications, parce que c'est ça qui reste à faire. Là. Donc, un petit backlog, puis on ne dit pas que le petit backlog, c'est parce qu'il n'y a pas d'ouvrage. Souvent, c'est parce que le processus, au début, les demandeurs ne font pas les demandes de problèmes
qui devraient rentrer dans le système parce qu'on leur demande avec leurs yeux et leurs oreilles de nous identifier des problèmes. Donc, c'est une cause d'un petit backlog. On n'ira pas là, on n'aura pas le temps, mais c'est super important de bien gérer et maîtriser votre backlog pour ces raisons-là principalement, pour l'impact sur vos travaux réactifs. Si on résume, pour éviter le piège de la maintenance réactive, un bon programme d'entretien, prédictif, préventif, impliquer les opérateurs, sollicitez-les avec leur... C'est votre première ligne de défense. Ils sont là, normalement, là, ils sont là proches de l'équipement, puis ils entendent, puis ils voient, puis ils sentent, puis ils ne goûtent pas. C'est tout ce qu'on leur demande de ne pas faire. Mais c'est eux qui devraient vous amener un paquet de problèmes potentiels. La planification, je sais, je suis fatigué avec ça. Je suis toujours en train de parler de ça partout quand je croise du monde, mais si vous ne planifiez pas, vous ne lancez pas vos travaux, la pile bleue de correctifs qui découlent des préventifs, on ne les exécutera pas parce que les jobs vont prendre 3-4 fois plus de temps, puis on n'aura pas plus de monde à mettre ces jobs. Donc, c'est super important de planifier. Les bons outils de priorisation, c'est ce que je vous parlais tantôt, des matrices, des codes de priorité. Gérez votre backlog. Laissez-les pas grossir. Si vous avez des problèmes de backlog, rassoyez-vous, faites du ménage, mettez-vous des guidelines, des lignes directrices pour ne pas laisser des travaux routiniers, mineurs, faire 6 mois, 1 an dans le backlog. C'est pas normal. Ça fait 1 an qu'une job est là, puis personne n'en parle. Probablement que vous ne la ferez jamais. Fait qu'il faut gérer ça. Et démontrer de la rigueur dans l'application, mais c'est essentiel. Si on ne forme pas les gens, on ne les coache pas, puis on ne les ramène pas dans le droit chemin quand on ne suit pas les règles qu'on vient de parler, bien, personne ne croit au système, puis ça devient le chaos, en fait, là, parce que tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Donc ça, c'est les principales règles qu'on vous donnerait par rapport à tout ça. Et le plus grand défi, c'est la culture. Je ne sais pas qui en parlait hier ou ce matin, la culture, c'est ce matin, c'est super important. Le plus grand défi par rapport à la réactivité, c'est qu'on veut déployer une maintenance qui est proactive, donc on veut venir voir les coûts, on veut être au-devant des problèmes, dans une culture qui a toujours été en réactif. Fait que le défi, c'est de créer la culture où les gens qui sont indisciplinés, qui ont toujours ou souvent travaillé en réactif, on va les faire travailler de façon disciplinée dans un système qui, lui, est proactif. Fait que ça fait bien des mots, là, mais l'idée, c'est que vous ne pouvez pas juste... C'est pas une switch on-off, la culture, le proactif-réactif. Il faut vraiment travailler ça, les amener à penser différemment pour passer dans le contexte de la maintenance proactive. Et en terminant, j'ai mis les... S'il y en a qui veulent approfondir ce qu'on vient de parler, bien, il y a des formations qui existent évidemment. Là, puis je ne veux pas faire c'est pas un show de vente. Je voulais juste highlighter parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui venaient de l'Abitibi. On va être à Rouyn-Noranda à l'automne, au mois de septembre, faire de la formation en planification de lancement. Donc, je voulais juste servir de cette opportunité-là pour vous en parler. Puis, François et moi, on vous remercie pour votre attention durant notre présentation.